Monde numérique. Alors là, il y a la pub, les milliards d'écrans publicitaires, le générique, tout ça, machin, et on y va. Retrouvez Monde numérique avec, mais aussi avec. Peut-être un jour. Faut pas désespérer. Peut-être un jour, hein. Oui. Exactement. Oui. Voilà. Monde numérique, le grand débrief. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE, PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B comme ils l'ont fait dans le grand public avec un credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com et merci à FreePro de soutenir Monde Numérique. C'est parti pour le grand débrief de Monde Numérique. Chaque mois, on passe en revue l'actu tech du mois écoulé en podcast audio et en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique avec des pointures du secteur. J'ai le plaisir d'accueillir, comme chaque mois, François Sorel, mon camarade de BFM Business Tech & Co, à Paris, ici même. Salut François. Salut Jérôme, on est à quoi? Allez, 1 kilomètre à vol d'oiseau, mais on aime bien la visio, donc c'est pour ça, on reste comme ça. Ça va mon grand? Ça va très bien. Alors notre camarade Bruno, qui d'habitude nous rejoint depuis Montréal, il a un empêchement cette semaine malheureusement. Parce qu'il y a un gros truc d'intelligence artificielle à Montréal. Donc il a la tête sous l'eau, il m'a dit désolé, je peux pas venir. Mais j'ai trouvé, non pas un remplaçant, mais une guest star un petit peu, qui est avec nous aujourd'hui, c'est Emmanuel Torregano. Salut Emmanuel. Mais évidemment, Emmanuel. Bonjour, merci Alors, de m'inviter. La classe de la tech incarnée quand même. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir. Merci. C'est pareil, il est comme nous, c'est un vieux de la vieille, quoi. Ancien Oui, c'est ça qu'il faut dire tech, surtout. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un de passif l'ancien, après du un coup. passé. Oui, exactement. Voilà, ancien journaliste tech au Figaro et puis surtout aujourd'hui créateur et directeur de Electron Libre qui est un média pour les professionnels sur le numérique et la culture, hein, c'est ça Emmanuel? Tout à fait, exactement. Alors, Ok, donc on a tout dit. Bon, merci les amis d'être là. Ce mois-ci, il s'est encore passé plein de choses plutôt intéressantes. Et d'abord Apple, avec la sortie de l'iPhone, ce nouvel iPhone Air ultra fin, est-ce que ce sera un succès ou pas? On parlera aussi un petit peu peut-être des AirPods avec cette innovation qui a l'air sympa, qui est la traduction instantanée. Et puis, derrière cette traduction instantanée, je ne sais pas si vous avez vu, j'y reviendrai, ça y est, il y a une espèce de déterrage de l'âge de guerre. Apple part en guerre contre le DMA, le règlement européen. Donc, je vais vous interroger là-dessus. J'espère que vous êtes chaud. Et puis, on va s'intéresser aussi aux annonces de Meta, une nouvelle paire de lunettes, donc les premières lunettes à réalité virtuelle et à intelligence artificielle. Et puis, on parlera d'IA, bien entendu, d'autant plus que, Emmanuel, tu as les mains dans le cambouis en matière d'intelligence artificielle. Tu as fait plein de trucs intéressants toi-même. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse en parler également. C'est parti. Bon, c'est pas tous les mois qu'on a à la fois une keynote Apple, une keynote Meta, et puis le tout venant de tout ce qui fait notre bonheur au quotidien, toutes ces actus tech. Je vous propose qu'on commence par Apple, les amis, et puis surtout c'est par cet iPhone Air peut-être que tu nous as montré, Emmanuel. Donc, tu as craqué pour cet iPhone pas comme les autres, qui est le premier iPhone ultra fin d'Apple. C'est pas le premier sur le marché parce que Samsung a déjà sorti un ultra fin. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant évidemment que Apple se mette également dans ce truc-là. Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Il vaut le coup ce truc-là parce que est-ce que c'est pas un peu un iPhone au rabais malgré tout? C'est la grande question. Alors très franchement, moi au début j'étais parti pour prendre le 17 Pro Max avec toutes les enluminures qui vont avec, parce que je fais de la photo et que j'avais déjà le 15, donc voilà, Pro Max avec les 3, enfin bon bref tout ça. Et donc je m'étais dit, écoutez c'est très simple, je vais faire l'upgrade en passant directement au 17 Pro Max.
Et puis, il s'est passé quelque chose, il s'est passé une rencontre. En fait, j'ai rencontré le iPhone Air. Et là, je me suis dit: «Non, mais je suis complètement à côté de la plaque. Oui, je suis ce qu'on appelle power utilisateur, sur un iPhone et toutes ces choses-là. Oui, j'utilise parfois les zooms sur mon téléphone, pour avoir, la vue du haut de la tour Eiffel, ça peut m'arriver. Mmh. Oui, j'ai besoin d'une machine qui soit puissante parce que je fais fonctionner dessus des LLM en IA et tout ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, depuis que j'ai, tous ces téléphones Pro Max, je les trouve lourds, je les trouve encombrants et quand j'ai pris le Air dans les mains, je me suis dit: «Mais non, mais c'est». Je sais pas si vous vous souvenez la fois C'est où Apple a ouais, lancé son MacBook Air, le premier qui était une catastrophe, avec son petit disque dur, de la taille d'une pièce de 1 euro, je crois, qui ouais. chauffait Moi, je l'avais acheté, horriblement, qui était extrêmement lent. je l'avais acheté Ouais. pour faire du montage vidéo, je te raconte pas ma douleur, hein. Oui, voilà, c'était vraiment une catastrophe et d'ailleurs ça a poussé Apple à intégrer très rapidement des SSD parce que c'était vraiment une catastrophe et quand on avait eu le moi je l'avais testé le premier, le MacBook Air et en effet c'était très lent et c'était tout un problème, mais il n'empêche qu'on voyait bien quand même dans cette esquisse, dans ce brouillon, mais peut-être un peu plus qu'un brouillon quand même, on voyait bien que ça allait être l'avenir et qu'aujourd'hui, bah, si vous regardez, vous prenez n'importe Mmh. quel modèle de la gamme MacBook et ben ça ressemble grosso modo à une extension d'un Air de l'époque. Donc normalement, cet iPhone Air, ça doit être le futur de l'iPhone. Donc Samsung s'est déjà un peu posé dessus. A Il commence à y avoir une sorte de rivalité entre les constructeurs pour savoir qui c'est qui allait sortir un Air, qui soit réellement efficace et qui soit, finalement, heu heu, pas un trop gros compromis comme tu disais Jérôme. Mmh mh, mmh. Oui, mais Et alors c'est alors, quand ça fait même un 2 jours que je compromis, l'ai. tu es d'accord? Attends, je Ouais. juste alors je vais vous donner une info tout de suite, Mmh. parce que là, Non, mais enfin, je te connais, il vous faut te voyez cadrer partir aussi, dans mon Emmanuel, hein. truc. Je vais vous donner une info tout de suite. Je l'ai rechargé hier, j'ai fini de le recharger vers 9h30 du matin. Parce que bon, voilà, j'avais besoin de 9:30 du le matin. charger. Je me lève, Je me lève, je prends un café, je regarde l'iPhone ouais, et il était pas je à me Bah, je me fond. suis recouche. couché à 8 heures du mat, je suis allé, j'ai fait une fête, Non, pas du voilà. tout. En plus, c'était en revenant de promener le chien. Bon bref, et donc Ouais. je mets le téléphone à recharger. Il recharge très vite, je suis très content. Et je me dis: «Bon, bah, super, maintenant je ne touche plus au chargeur, je vois jusqu'où je vais, jusqu'à la fin du téléphone». En Mmh. ayant une utilisation qui est quand même la mienne, c'est-à-dire c'est une utilisation relativement intense du téléphone. Et ben, je suis passé en procédure de, rouge là, à la fin de les 20 qui restent de la Mmh batterie, mh. à peu près vers 22h du soir. Donc ça a tenu D'accord, toute donc la journée en power utilisation, c'est quand même pas rien. ouais. Alors cela dit, j'ai jamais mis le mode économiseur, basse économie et donc je l'ai pas, vraiment, il a été dans une utilisation normale, je l'ai pas Et c'était la épargné. première fois que tu t'en Alors servais? Parce qu'en plus, il y a ça. il y a Tu sais, ce quand côté-là. tu mets à jour un iPhone et que tu le en fait, il s'installe, en fait. Il y a toute une, en tâche de Tout à fond, fait. plein de Alors choses ça, qui je font pense qu'il que l'a fait pendant ça la bouffe de nuit. la batterie. À mon Alors avis, mais ça, je pense que je tu l'ai vas gagner fait encore. et je pense qu'il l'a fait en grande partie pendant la nuit, Ah oui, parce que d'accord. je l'ai installé, en fin d'après-midi, la journée d'avant. Ah oui, oui, Heu, oui, d'accord, OK. donc il l'a fait en grande partie pendant la nuit et c'est pour ça que je pense que je l'ai retrouvé et qu'il était pas complètement rechargé Mmh. mais oui, je pense qu'il va gagner encore un peu. Mais bon, cela dit, j'ai trouvé qu'il était plutôt efficace. Maintenant, si vous voulez une analogie de ce que c'est que cet iPhone, d'abord, c'est quand même une puce A19 Plus dedans, donc en fait, il carbure. Vraiment, il carbure. La seule différence qu'il a Mmh. par rapport au Pro Max, c'est une unité GPU en moins, je crois. Donc, ça veut dire que sur certains jeux, le graphisme, il peut être un peu en dessous de ce que peut donner l'iPhone Pro Max. Donc, la différence est relativement faible, sachant que le GPU, ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, bah, ils ont Donc fait un tu devrais compromis à pouvoir ce faire niveau-là. tourner tes petits LLM, c'est ça que tu veux dire? Donc, alors je l'ai fait. J'ai fait tourner le Ouais, LLM de ça le fondation fait? d'Apple, par exemple. Il tourne pareil, j'ai pas vu de différence par rapport à mon Pro Max d'avant. D'accord, Donc là-dessus, ouais. c'est clair et surtout, c'est une approche à la Leica. C'est-à-dire, moi, mon grand problème là-dessus, c'était de me dire: «Est-ce que l'appareil photo va me satisfaire, moi, qui suis power utilisateur de photo?» Bah, en fait, c'est le retour à, l'approche Leica. C'est-à-dire, vous avez, 2 focales, voilà, c'est Ouais.
qui sont relativement basiques. C'est le normal, je sais plus, c'est un 28, un 35 ou un 35-50, je sais plus. Enfin bon, bref, Donc, ça change rien. c'est moins C'est chiadé, mais ça le fait, quoi. c'est comme si vous aviez le retour au Leica, vous voyez? Vous êtes Cartier-Bresson, quoi. Vous vous retrouvez avec un petit appareil et dans la rue, quand vous le sortez, ben, vous allez pas Ouais, chercher un angle avec un zoom. Vous allez faire la photo comme ça et la photo est de très bonne qualité puisque c'est très bien. exactement le même, objectif que ce qui est proposé dans le Pro Max, OK, l'objectif alors primeur. parfait. Merci. Donc on est rentré à fond, direct dans le vif du sujet. Merci Emmanuel pour ce premier retour d'expérience. Pour recontextualiser le truc, donc c'est juste pour préciser que, il est quand même un peu moins spéqué, au niveau audio, notamment, mais ça reste une prouesse technologique parce que finalement l'essentiel de la partie, téléphone, elle est rassemblée dans le petit module tout en haut et tout le reste, c'est la batterie, ce qui explique notamment sa finesse. François, est-ce que tu penses que, comme, Emmanuel, c'est peut-être ça le futur de l'iPhone? Parce que toi, tu es passé, de l'autre côté de la force, si je puis dire, puisque tu as opté pour l'iPhone 17 Pro Max. Oui, comment dire? Je suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel parce que, après, il tu as fait un bon choix, mais je pense que malgré tout, en termes d'autonomie, tu vas vite sentir la différence par rapport à ton Pro Max, je pense. Après, est-ce que c'est un problème finalement? Tu vois? Peut-être pas, peut-être que tu as la possibilité de charger ton téléphone plus souvent et que, c'est moins gênant. Mais, moi qui suis souvent en vadrouille entre le travail, la maison et cetera, j'ai pas d enfin j'ai des points de recharge, mais pas tout le temps. Quand on est en déplacement, c'est parfois un peu compliqué. Je pense que le Pro Max a une vraie avance sur l'autonomie et puis après, moi je me dis: «À quoi ça sert d'avoir un téléphone ultra fin?» Alors oui, je comprends ton argument de dire: Ah, c'est «Il est joli, plus hein! léger, il est plus Quand fin». tu le Oui, prends en main et tout, il est beau, oui, c'est bien sûr, c'est mais un si nouveau tu veux. monde. Oui, mais alors qu'on est dans une surenchère de technologie et d'amélioration, si tu veux, là, Mmh. il est, Apple a fait très fort parce qu'il s'est amélioré sur pas mal de points, mais en termes de photos, c'est quand même par rapport à ton Pro Max, Emmanuel, tu vas vite quand même sentir la différence, je pense. Tout ce qui est, on va dire grand angle, le zoom optique, et cetera et cetera. Je me dis c'est, un produit qu'ils sortent avant de sortir le pliant l'année prochaine, tu vois? Et donc ils commencent à nous éduquer à un smartphone ultra fin. C'est peut-être aussi une base technique, du prochain iPhone pliant qui sortira, si tout va bien, dans 12 ou 24 mois. Je pense qu'il y a ça derrière, mais sincèrement, moi je l'ai eu en main aussi le R. Franchement, c'est une prouesse technologique, Mmh. mais par rapport à ça, tu vois, quand tu as besoin d'autonomie, d'un appareil photo un petit peu plus costaud et cetera. Voilà, le haut-parleur, tu vois, typiquement sur l'iPhone, moi je regarde pas mal de vidéos, sur l'iPhone en mode horizontal. Là, tu es en Oui, mono, tu vois, tu plus la sur stéréo. tu le disais tout à l'heure, tu vois? Il y a des petits trucs comme ça. Tu as un Mais bon, haut-parleur en haut, mais après, pas en bas. après je comprends que ce soit un choix, qu'on puisse avoir, Emmanuel. Tu es un esthète aussi, tu aimes les belles choses, peut-être plus que moi. Mais alors moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont me manquer, notamment sur l'appareil photo. Je prends le pari que dans 6 mois, je vous dirai que quand même l'autonomie, c'était vraiment, minimum. Ça, je suis à peu près certain de tout ça parce que la batterie va se dégrader, parce qu'on sait les iPhones, je ne sais pas pourquoi, au bout d'un moment, l'autonomie semble moins bonne qu'au début. J'ai à chaque fois le coup. Donc il doit y avoir quelque chose qui fait que les OS prennent de plus en plus d'énergie. Je Oui, sais pas, je Mmh. connais ouais. pas exactement. Il y a une espèce de latence qui, comme ça, s'installe avec le temps, avec les iPhones et qui est pas uniquement une sorte d'obsolescence programmée, hein. C'est pas ce que je veux Et dire par là, mais qui n'est pas qu'un problème hardware d'utilisation de la batterie, je tu veux pense dire, et pas. Je de pense pas. Il doit y avoir quelque non, Non, chose c'est qui fait. l'OS qui prend de c'est l'embonpoint, l'OS. quoi, en Oui, quelque sorte. Ouais, c'est en tout cas, je l'ai remarqué tu tout le fais temps, hein. À chaque fois que j'ai eu un iPhone ou autre chose d'ailleurs, au bout d'un moment, et mmh, c'était pas qu'une impression psychologique, l'autonomie était bien moins bonne avec le temps. Bref, mmh. donc je sais que tout ça, Bon, ça va me manquer. Je sais, je suis complètement d'accord avec toi qu'on est devant quelque chose qui est une esquisse. Et c'est en effet un très, très Bah, bel une objet. esquisse à 1 200 € quand même, Oui, tu oui, vois? oui, bien sûr, bien sûr. C'est Mais c'est pour c'est ça que je pas le une prenais. esquisse,
Tu vois, il y a aussi l'aspect tarifaire, quoi. C'est pas un téléphone au rabais qui est donné, c'est 1 200 Clairement, €. clairement, et c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis une bonne puce dedans. Ils voulaient pas non plus en faire l'espèce Non, de vilain tu as petit raison. canard emballé Mmh. dans une belle coque. C'est pas vrai. C'est aussi une bonne machine à l'intérieur, ce que je disais Ouais. Il quand fallait qu'ils justifient le prix de 1 200 malgré €, tu vois? exactement. Mais c'est pour ça que je pense que l'approche Leica est un peu la bonne. C'est-à-dire, on revient à quelque chose qui était finalement, Plus à minimaliste. l'essentiel, à la fois dans le design et dans les fonctionnalités. Maintenant, OK. la Ouais, attends, question parce que qu'on va tu poses ah pardon, excuse-moi. non, non, mais enfin, voilà, on va peut-être pas passer 25 minutes sur Non, je voulais juste, l'iPhone Air, dire sur le fold, mais sur c'est l'histoire du intéressant, hein, fold. mais ouais, L'histoire du fold et en l'hypothétique effet fold, donc pliant. ouais, voilà, moi alors je suis sûr que Apple travaille sur un fold. Ils ont toujours travaillé sur tout ce que Ah bah, leurs maintenant, ils concurrents travaillent faisaient. même sur un écran tactile pour les MacBooks, Pour tu un as vu ça? MacBook, voilà, donc plus rien ne Ah va. ça, Bon bref, c'est c'est terrible, c'est c'est une la façon fin. de manger son chapeau, Ah, Steve Jobs se retourne dans sa tombe, c'est clair. Ah bah mais le fold, enfin moi, je trouve ça très bien, hein. je suis pas du tout certain que Apple travaille au fold et nous propose quelque chose qui soit, une sorte d'entremets et qui serait le R. Je crois pas. Je pense que la gamme iPhone va se décliner avec le R, comme on l'a vu avec les MacBooks Mmh. et se rajoutera Mmh. peut-être le Fold. Je dis bien peut-être parce que je suis pas certain qu'ils le sortent pour une raison très simple, c'est un marché qui ne s'est pas trouvé Bon, Ouais, bah, mais comme écoutez, tu on sais, enfin, après on peut en parler pendant des heures, hein, c'est un marché qui ne et s'est pas Jérôme veut trouvé, pas. Tu tant que remarqueras que Jérôme veut pas du tout, hein, donc non, mais tant qu'Apple n'est pas dessus. Il y a plein de, enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez du marché des montres connectées. Jérôme, on a bien connu ça. ouais. Avant que l'Apple Watch sorte, tu avais des montres LG, tu avais des montres Samsung. Tout le monde rigolait parce que c'était gros, ça servait pas à grand-chose, etc. Et puis Apple est arrivé et boum, a créé un truc. Enfin, Et ça a mis du je temps. me dis que là aussi le Fold, tu vois, même s'ils le vendent 2 500 €, ils vont trouver un marché, ils vont trouver des utilisateurs. Ouais, Ça, ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais on ils verra, le hein, on verra. vendront ils le vendront en bundle avec le Vision Pro. Bon, écoutez, non, mais c'est intéressant parce que ce truc-là, quand ça a été annoncé, moi, je me suis dit: «Ouais, c'est une démonstration technologique, mais personne va l'acheter sauf, 2-3 mecs branchés». Donc la question est de savoir si, si je suis tu branché. vois? Je pensais à toi, voilà. Non, je voyais un peu plutôt, tu vois, les genres influenceuses à Dubaï ou des trucs comme ça et Mais il est un peu influenceuse à Dubaï, il a un peu ce Bah, côté-là, tout à tu fait. lui tends Emmanuel. la perche, c'est incroyable, hein. Ça fait 30 ans que tu le connais. Ah là là. Et donc la question est posée de savoir si ce sera, juste, un artefact, enfin un Ouais, «gadget» entre guillemets à non, 1 mais tu as 200 raison. € ou une vraie nouvelle voie pour Apple. On arrête là pour les iPhones, mais encore un mot à propos d'Apple parce que, l'autre annonce, c'était les AirPods 3 avec cette fonction de traduction instantanée qui est plutôt sympa, qui existe aussi ailleurs, on le sait, mais qui ne sortira pas en France pour, encore une fois, des raisons, visiblement réglementaires. Et alors je ne sais pas si vous avez vu parce que l'actu là est toute chaude là, juste avant qu'on commence cet enregistrement, Apple, part en guerre contre le fameux DMA, qui serait notamment à l'origine du, report, de la traduction simultanée, dans les AirPods 3. Ils ont pondu un communiqué qui est assez rageur, hein, en expliquant que, eh bien oui, plusieurs fonctionnalités, mais ça avait déjà commencé avant avec l'iPhone mirroring, avec certaines options de navigation dans Plan, ces fonctions ne sont pas disponibles en Europe. C'est à cause du DMA et ils demandent aux élus de réviser. Alors, ils le disent pas comme ça, hein, c'est un peu plus politique, un peu plus policé, mais ils disent que le DMA risque de mettre en danger la vie privée des utilisateurs si Apple fait tout ce qu'on leur demande, et ils demandent carrément à réviser le DMA. Et ça, c'est presque politique comme truc. C'est gros quand même, non? Qu'est-ce que vous en Mais alors, je sais pensez? pas si vous avez vu, parce qu'il y a eu encore un ultime rebondissement. Je sais pas si vous l'avez lu, mais un article est paru dans le Figaro. L'UE a répondu, Ah, justement, alors j'ai pas vu. Tiens, à la réaction d'Apple et a ouais, dit: «Non, fuck, stop, ça ouais, suffit. Apple, vous avez beaucoup trop profité de toutes les largesses. On va pas revenir sur le DMA et il va falloir que vous vous ouais. pliez à nos exigences». Ça vient de tomber là aussi. Mais est-ce que derrière ça, c'est pas une menace pour les produits Apple d'une manière générale en Europe?
Aujourd'hui, c'est les AirPods. Demain, ça peut être d'autres fonctions dans l'iPhone, et cetera. Enfin, qui va craquer? Est-ce qu'Apple va complètement, craquer? Mais je pense qu'il y a une posture de leur part, mais il y a aussi une réalité. Ça leur demande des développements. Apparemment, ils disent qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas réussi à faire, hein, notamment pour le mirroring sur iPhone, entre l'iPhone et le Mac. S'ils font ça, ça met en danger, comme ils disent, la vie privée des utilisateurs. Donc il y a quelques barrières techniques. Donc est-ce qu'ils vont faire l'effort d'essayer de surmonter ces barrières, ou bien ils vont, et donc ce serait une manière de vraiment de se «coucher» entre guillemets devant le DMA, bon OK. Ou bien, n'oubliez pas une chose, il y a au-delà de ça, au-dessus de ça, il y a une méta-situation qui est le bras de fer entre l'Europe et les États-Unis, notamment sur les droits de douane, et cetera. Et cette affaire, elle pourrait tout à fait devenir, politique, et si Trump décide de se servir de ça pour faire plier, les Européens ou vice versa, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, Manuel, je te laisse dépatouiller tout ça et je viendrai après. Vas-y. Bon Oui, parce courage, que gros Emmanuel, bisous. bah, est-ce ouais, que alors, les pro le est-ce qu'on alors, risque de plus avoir d'iPhone, dans 1 an ou 2? alors, plusieurs choses là-dessus. La première, c'est que le DMA, personne ne leur a jamais rien demandé de mettre en place au niveau de l'Union européenne. Ça a jamais été un programme. C'est nulle part. Les industriels français ne le demandent pas. Personne n'en veut de ce truc-là, à part les commissaires. Et quelques-uns, dans le monde de l'open source notamment, qui ont, des visées qui sont plus en effet idéologiques, voire pire, dans cette histoire-là. Pour le reste, non. C'est le DMA est un levier de pression. Il a toujours été un levier de pression sur les gros industriels du numérique et de la nouvelle technologie, étrangère, ce qui veut dire à 95 américaine. Et l'Europe s'en est servie au départ pour tenter de négocier, c'est-à-dire je te tords le bras d'un côté, j'obtiens quelque chose de l'autre, parce qu'ils ont été le premier marché mondial. Aujourd'hui, on n'est plus dans une position où on est le premier marché mondial. Aujourd'hui, des boîtes comme Apple, Google ou d'autres ne sont pas contre le DMA, elles sont contre l'incertitude juridique que crée le DMA. C'est-à-dire que si vous êtes un spécialiste de ces textes de loi, et moi j'en ai une qui vit et travaille avec nous et connaît parfaitement tous ces textes Et de qui loi, suit elle vous ça très, dira une très près, ouais. chose, voilà, et qui dira une chose, c'est que ce sont des textes qui sont mal écrits, parce qu'ils essayent de ménager la chèvre et le chou, comme on dit. Parce qu'ils sont la plupart du temps, reposent en tout cas sur des préceptes qui sont tirés par les cheveux, pour dire les choses gentiment. Et donc en fait, ils créent une incertitude juridique. Et ce qui est assez simple, très régulièrement, les gros industriels américains, Google, Apple et d'autres, se prennent des énormes amendes, des amendes de plusieurs Mmh. milliards d'euros, pour être contrevenus au DMA, au DSA et à toutes ces choses-là. Oui, mais c'est Et pas de l'incertitude juridique, c'est l'application d'un règlement au non, nom parce de, que tu enfin la pour la protection du consommateur européen in fine, je après tout je cas, c'est la je promesse. je m'explique mieux alors dans ces cas-là. Du Heu, consommateur et de l'industrie aussi, parce qu'il y a c'est une sorte de concurrence. le problème de ces textes-là, c'est que même si les boîtes essaient de s'y conformer, et elles essaient de le faire, en grande partie, elles peuvent toujours se faire retoquer parce que les textes sont flous. Donc il y a une incertitude juridique. C'est là où ça se pose. Et la réponse d'Apple ces derniers temps, c'est de dire, eh bien, comme on ne sait pas exactement sur quoi vous allez nous accrocher dans nos dernières innovations, Apple Intelligence, la traduction numérique dans les AirPods et toutes ces Mmh. choses-là, eh bien, on les fait pas. On attend et on voit ce qui va être possible de faire vis-à-vis de la Commission européenne. Mais là, ils se retrouvent Ouais, dans une alors autre situation, c'est qu'ils peuvent pas aller voir la Commission européenne en leur disant, alors voilà, on va proposer ce truc-là, parce que bah, c'est du top secret. Et si en plus, s'ils le faisaient, l'Union européenne n'a pas à répondre. L'Union européenne n'est pas une instance de conseil. Donc Apple est dans une situation, et je dis Apple, tous les autres sont dans le même cas, hein, dans une situation inextricable qui est, on ne sait pas si ce qu'on fera va être ou non alpagué par l'Union européenne. Donc on préfère ne pas le faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on est en train de ouais, voir l'Union européenne glisser petit à petit dans une sorte de, alors tiers-monde c'est un peu beaucoup, mais une sorte de moitié de monde numérique, c'est-à-dire les nouvelles technologies bah, sont pas là. Vous voulez faire une voiture qui se conduit toute seule, bah, elle sera pas en Europe. Vous voulez faire un iPhone avec de l'intelligence à l'intérieur, bah, on le fera pas en Europe. Vous voulez faire un AirPod qui traduit, bah, on le fera pas en Europe.
Et si on le fera moins bien, ça nous coûtera plus cher, donc vous ne serez plus le marché prioritaire sur lequel on sortira nos appareils. C'est ça qui est en train de se passer, hein. Là, le truc est derrière ça, je te rejoins sur ce que tu disais à la fin, Jérôme. Oui, je pense que Apple aujourd'hui attaque de façon publique, avec des communiqués et tout ça, ce qu'ils ne faisaient pas avant, parce qu'ils savent qu'ils ont Trump avec eux derrière. Ouais, exactement. Moi, ça, je suis d'accord avec toi. Vous avez vu donc sur les AirPods, en fait, le problème, c'est que l'Union européenne veut que leur système de traduction instantanée qui en fait est déporté sur l'iPhone, fonctionne avec Apple Intelligence, et cetera, puisse fonctionner aussi avec des écouteurs non Apple. C'est ça concrètement qu'on leur demande pour les AirPods 3. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, François? Bah, pour revenir à ce que disait Emmanuel, moi je suis partagé concernant ce DMA parce que c'est vrai qu'on en parle souvent dans Tech Co alors tu disais ce qui marche pas avec le DMA à l'instant, Emmanuel, mais il y a des trucs qui marchent. Après, qu'on apprécie ou pas qu'il y ait un App Store alternatif et que d'autres boîtes puissent, lancer des App Store alternatifs, ça c'est autre chose. Qu'on puisse, partager la puce, des paiements, d'Apple et que des banques intègrent, en fait, Apple Pay directement dans leur application. Hem, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais si tu veux, c'est une liberté que donne justement le DMA aux Européens et à des boîtes, concurrentes d'Apple qui avant étaient, on va dire complètement bâillonnées par l'écosystème fermé d'Apple, tu vois? Oui. Je suis pas en train de juger l'un ou l'autre, parce que franchement, est-ce que c'est intéressant d'avoir un store alternatif? Je ne sais pas. Est-ce que c'est intéressant d'ouvrir, certaines puces de l'Apple? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qui peut le plus peut le moins et je me dis que, aujourd'hui, tu vois, je prends l'exemple de l'App Store, on n'a pas trouvé de solution, vraiment miracle à un App Store alternatif, mais qui sait? Peut-être que dans 1 an, 2 ans, il y aura une alternative qui tiendra la route et qui pourra exister grâce à ce fameux DMA. Donc, alors d'un côté, ça, c'est cool, mais de l'autre côté, là où je te rejoins et là où c'est moins cool, c'est que, bah, voilà, typiquement, les AirPods Pro, les 3, n'auront pas cette fonction de traduction qui peut En tout être cas, pas très maintenant. importante. Voilà, pas aujourd'hui, peut-être que demain ça viendra et je pense qu'il y a aussi, pas mal de bluff de la part d'Apple qui brandit cette menace. Mais si tu veux, il peut pas se priver aussi de, 100 000 000, enfin je sais pas combien il y a d'utilisateurs d'iPhone en Europe ou de produits Apple, mais ça doit être quand même assez monstrueux. Il y a aussi une question de business, tu vois? Ils vont pas sacrifier aussi sur l'autel du DMA des fonctionnalités, qui pourraient, leur faire perdre des parts de marché. Parce que demain, tu vois, tu as un iPhone qui se retrouve, comme tu le disais, au rabais, bah, peut-être qu'il y a moins de clients, qui iront acheter des iPhones. Il y a peut-être tu vois, des gens qui passeront sur Android, et cetera, et cetera. Donc je suis partagé, j'ai pas d'avis, vraiment tranché là-dessus. Moi, je salue quand même le courage de l'Union européenne d'affronter les géants américains, et de faire un peu bouger le truc. Après, il faut pas que ça tombe dans la stupidité. Il faut que ce soit intelligent et puis surtout que ça rende service aux Européens, tu vois? Et là, c'est typiquement les AirPods 3 qui, perdent cette fonctionnalité, c'est pas forcément leur rendre service. Voilà, on va essayer effectivement on m'accuse souvent, dans ce podcast d'être un peu anti-européen, de taper sur l'Europe, mais c'est pas le cas, mais comme tu le dis, comme vous le dites tous les 2, il y a un problème et c'est toujours ce truc de où est-ce qu'on met le curseur, quoi. On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un marteau pour écraser une mouche et ça fait un énorme trou, sur la table, en fait. Juste une précision là-dessus, pour bien comprendre pourquoi est-ce que moi je suis embêté par ce type de règlement. Tu parlais tout à l'heure justement du side loading, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir Mmh. un App Store qui soit, à l'intérieur de l'App Store d'Apple. C'est-à-dire que comme une galerie marchande dans un supermarché. Ça a toujours été l'image qui a été reprise notamment par, les institutions ou les commissaires, c'est de dire: «Mais enfin regardez, les grands malls commerciaux, ils ont des galeries marchandes et ils s'en portent pas plus mal et ils ont lancé leur propre marque pour pouvoir concurrencer les marques, des galeries commerciales et tout le monde est très content et en plus c'est eux qui louent, la plupart du temps le mètre carré donc tout le monde est très content». Donc ça a été la métaphore qui a été utilisée. Et elle est pas fausse. Elle est pas fausse, je pense, pour un Google, elle est pas fausse pour un Samsung. Je pense qu'elle est moins pertinente pour Apple. D'ailleurs, ça n'a pas du tout marché. Personne n'a vraiment réussi à s'imposer comme étant Ouais, un mais App Emmanuel, Store ça fait 1 alternatif. an, hein. Attends, Ça je fait finis, je un finis. an. Oui, oui, j'ai compris. Oui, Mais là, pour l'instant, il y en a pas parce que
il y a pas vraiment de demande là-dessus. En revanche, et là où je te rejoins sur un point, et ça pose la vraie question de l'approche. C'est-à-dire, est-ce que le DMA est une bonne idée à partir du moment où c'est une décision politique, ou est-ce qu'il faut laisser faire le marché? C'est ça la question pour moi. C'est-à-dire que aux États-Unis, Spotify et comment il s'appelle, Epic Games ont attaqué Apple sur justement le side loading en disant voilà, c'est un problème de libre concurrence parce que je ne peux pas informer mes utilisateurs qui sont sur la plateforme Apple qu'ils peuvent payer en dehors de cette plateforme. Et ils ont Oui, gagné. parce qu'Apple prenait 30% de commission. Non, parce qu'ils interdisaient que tu puisses faire de la communication pour des plateformes externes. C'était ça qui était jugé. Et donc, si tu pouvais faire de la com pour dire, par exemple, dans Spotify, vous cliquez sur ce lien et vous allez aller sur un autre site pour pouvoir payer, à ce moment-là, tu n'as plus la com de 30%. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc, le juge, qui est une juge californienne, a dit, ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. Apple exagère dans ses droits en impliquant que vous ne pouvez pas faire de communication sur des stores externes. Et est-ce que donc c'est le marché, la juge, un tribunal de commerce, ou est-ce que ça doit être une décision politique, comme l'USB-C, comme toutes ces choses-là, et le DMA? Moi, je suis Ouais. pour que ce soit le marché. Et que s'il y a un problème avec les concurrents, Oui, bah oui. que Mais le ça, droit de la concurrence soit particulièrement efficace. ouais. Et je pense que le DMA avilit ça. Qu'en réalité, le DMA met en place non pas l'indépendance ou la souveraineté économique, mais l'inverse. Parce que la puissance des GAFA, la puissance des grandes entreprises multinationales, c'est de pouvoir s'adapter à ce qu'il y a de plus compliqué. La faiblesse des petits, c'est de ne pas pouvoir le faire. Donc en réalité, ces énormes packages, ces énormes documents politiques que sont le DMA et le DSA favorisent les gros. Bon, eh Ouais. bien, On pourrait en parler pendant 2 ça heures. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais après ça, voilà, non, non. il y a plein de trucs à dire. On va s'arrêter là pour Apple, les amis, et on passe à autre chose, allez, d'un peu plus léger. Léger, enfin en tout cas j'espère que ce sera léger parce qu'on va parler des lunettes de Meta. Donc c'est pas les premières lunettes, mais c'est, on peut le dire, un peu l'annonce de cette semaine. Donc les lunettes, les Ray-Ban, les Meta Ray-Ban Display, ces petites lunettes qui à la fois vont marier réalité augmentée et intelligence artificielle. Même question que pour l'iPhone Air, d'après vous, est-ce que c'est un truc comme ça ou bien c'est pareil, on ouvre une voie et c'est vraiment un produit pour le futur, ça, d'après vous? Est-ce François, que je te c'est laisse une nouvelle commencer, porte vers vas-y. le futur qui s'ouvre? François? François, je sais que tu es intéressé. Non, mais après c'est compliqué d'en parler. Moi, j'ai pas testé. J'ai pas, tu vois, j'ai pas chaussé ces Mais lunettes. qui J'ai l'a pas vu ce que testé? ça Qui donnait. les a testés, ces lunettes-là? Écoute, Mark Pas Zuckerberg a failli les tester, sauf que sa démo n'a pas marché. Non, non, j'exagère. Je ah pense ouais, qu'il y a ça des a bien journalistes qui buggé, ont. hein, au moment de la présentation. Ouais, ça, Ouais, c'était terrible. ouais, c'est dur. Mais ouais, c'est dur. Mais je pense qu'il y a non, il y a des gens qui ont testé et on voit pas mal de vidéos qui expliquent un petit peu comment ça fonctionne et tout avec le petit pico-projecteur qui projette Mmh, sur mmh mh. sur le verre. Hem, voilà, alors, tout le monde dit que c'est peut-être la future voie d'un produit qui pourrait à terme remplacer le smartphone. Franchement, moi je trouve que c'est un peu trop tôt pour dire ça parce que, je me rends pas compte de la possibilité technologique d'avoir autant d'intelligence et de fonctionnalités, dans une paire de lunettes par rapport à un smartphone. Mais en revanche, je trouve que c'est intéressant. En tout cas, ça aiguise ma curiosité. J'ai vraiment envie de tester parce qu'en plus je porte des lunettes. Voilà et je me dis, le fait d'avoir les mains libres et de pouvoir, peut-être avoir des notifications, peut-être de pouvoir, je sais pas moi, grâce à des gestes, interagir, pour travailler ou pour envoyer des mails ou pour, tu vois, répondre à des messages et cetera. Pourquoi pas, pour se balader dans la rue avec un tu vois, un Google Maps qui apparaît un peu en affichage tête haute? Parce que quand tu réfléchis bien, c'est un peu, la même histoire que les affichages tête haute que tu as sur les pare-brises des véhicules un peu haut de gamme, tu vois? Donc pourquoi pas? Il faut voir la qualité de tout ça.
En tout cas, Meta avance et on voit la détermination de Zuckerberg là-dessus. Il lâche rien. Il vote le premier. En tout cas, le premier à sortir ce type de lunettes, parce que tous les autres vont arriver, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais en octobre, c'est Samsung qui va dégainer les Ah, siennes. mais il y a Huawei, plein de modèles aussi. dans les cartons, là. Hein. Huawei, Huawei l'a enfin, fait. il y en a plein. Et puis, Ouais. on parle même d'Apple qui pourrait sortir une paire de lunettes aussi connectées. On Logique. verra bien. Donc, moi, je me dis, pourquoi pas, mais à tester vraiment. À tester, à tester. En Ouais. revanche, il y a un truc qui est très cool. J'ai pu tester les lunettes Snapchat, Oui. les Spectacles de Moi dernière aussi. génération. Elles sont Tu les as bien. testées, c'est pas mal, Ouais. hein, quand même, hein. Elles sont vraiment C'est bien. gros, c'est lourd. Tu vois, c'est vraiment des prototypes, mais le résultat est quand même assez impressionnant. Donc, moi, je pense que dans 10 ans, on aura tous ce type de truc, tu vois, mais pas avant, parce que il faut qu'il y ait une miniaturisation, il faut qu'on arrive à craquer le problème de l'autonomie. Et puis, quid des personnes qui portent pas de lunettes, tu vois? Est-ce qu'il y a Mais des moi, gens qui sont prêts à porter des lunettes simplement je- pour avoir un nouvel outil de communication? Je suis pas sûr, je sais pas. Et en fait, en tout cas, ça soulève plein de questions. Ah, les amis, avant, on poursuit, on a encore un petit moment à passer ensemble, mais j'ai une surprise pour vous. Ne partez pas, regardez qui frappe à la porte et qui nous rejoint à l'instant même. Oh là là! Pardon, Monsieur. un Bonjour. Québécois, Bonjour, bonjour, messieurs. Bonjour, Emmanuel. Bruno Guglielminetti. Bonjour Bruno. Salut Bruno. Merci de t'inviter, enfin c'est moi qui t'avais invité d'ailleurs, hein. Je t'avais dit, si tu peux te connecter, viens, viens. Donc, en direct de Montréal, où es-tu là? Je suis pour les gens qui connaissent Montréal, je suis au Grand Palais des Congrès. Présentement, se tient depuis hier le All-In, donc c'est pendant 2 jours. C'est tout l'écosystème de l'intelligence artificielle canadienne qui se retrouve ici, autant l'industrie privée que le secteur public, que les politiques et les financiers. Et c'est un peu, imaginez-vous un peu le Vivatech, mais un tiers de la grosseur d'un Vivatech, mais avec énormément d'intérêts, de capitaux et de savoir-faire réunis là-dedans. Alors, beaucoup de partage de connaissances et puis aussi beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, il y a des Français qui viennent faire leur tour ici Oh mince. pour décider d'annoncer qu'ils s'installent un de plus Eh ouais, au Québec, Qui ça? notamment à eh ouais. Mistral. Alors, non, non, on n'en dit pas plus, Bruno, parce que Hop, ça, hop, hop, hop. on en parle dans le débrief transatlantique Ah, d'accord. cette semaine. Donc, c'est un autre épisode sur Monde Ouais, Numérique. mais tu et vois, qui, il bien fallait pas sûr, dire dans que ton Mistral carnet. arrivait au Québec. Franchement, là, t'as tout cassé. Bruno. Est-ce que j'ai Bon, ça va, est-ce tout que j'ai le dit monde que le sait. Mistral s'installait au Québec? Non, Non, t'as mais pas attends, dit ça. Alors, si Mistral j'attends plus tard s'installait au pour C'est moi. Québec, Marc ça de se saurait, hein. Pontchaval, c'est ça? Bon, on en reparlera. Écoute, Bruno, on était à fond, on était en train, on a longuement parlé d'Apple. On va pas te refaire le pitch, mais là, on était dans les lunettes de Meta, qui était un peu, Ah oui. enfin, qui était, oui, vraiment l'une des annonces de la semaine. Et Est-ce on que se tu as demandait si officiellement c'est, confirmé que tu allais en acheter? pas encore, mais ça me tente vraiment. J'ai très D'accord. envie de les essayer. Attends, je voulais avoir l'avis d'Emmanuel Torriano, donc qui est avec nous exceptionnellement cette semaine, qui est plus branché lui son que images et lunettes, mais malgré tout en 2 mots, Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses de ces lunettes? Tu y crois ou pas? Pour Moi, j'ai compléter ton iPhone exactement Air. les mêmes réticences que François là-dessus. C'est les gens qui ne portent pas de lunettes au quotidien. Pourquoi est-ce qu'ils porteraient des lunettes qui semblent être relativement intéressantes, mais quand même sont vraiment sous-équipées par rapport à un iPhone, faut être honnête, Mmh. en termes d'autonomie, en termes de puissance, toutes ces choses-là. Et puis, alors, pour être très court, moi, je les ai testés les versions d'avant. Et notamment l'IA, Oui, où vous savez, vous nous tapotez aussi. sur le machin et puis elle vous répondait tout ça là. Mhm. Ça marchait pas bien. Donc je sais pas Non. s'ils ont vraiment amélioré les choses. Je sais pas si la démo un peu foireuse de Zuckerberg était en fait, en réalité, finalement le régime normal de croisière de ce type d'appareil chez eux. Mais j'espère pas, hein, mais franchement, ça marchait pas très très bien. Après, esthétiquement parlant, et c'est l'autre point, je pense qu'en effet, il y a quand même, on parlait tout à l'heure du R qui était peut-être un peu trop dans un sens parce qu'il fallait faire une sorte de démonstration de où on pouvait aller technologiquement en mettant tout dans un seul plateau. Très franchement, sur les lunettes Meta, il y a quand même vraiment beaucoup de boulot de miniaturisation à faire encore, hein. Les Mmh. branches sont énormes, le cadre est énorme. Alors c'est pas les Google Glass de Oh, Google attends, c'est qui avait déjà une pas espèce de mal quand même. caméra en plus, mais là ici c'est vraiment gros. Il y a quand même vraiment vraiment Ouais. beaucoup de choses à faire encore de ce côté-là. Mais d'ailleurs, c'est pour moi exactement le même travail que pour Apple et son Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro,
ça reste encore aujourd'hui une espèce de gros casque de démonstration qu'on vous met dessus, qui est lourd, qui est assez, comment dire? Fatigant quasiment à porter au bout d'un moment. Ce qui fait que, bah, moi je le mets plus. Enfin, je veux dire, il y a un moment où Tu le mets plus ça pour s'utilise sortir, par plus. exemple, quand tu vas faire tes courses ou Non, pour promener ton chien, tu as arrêté avant le j'allais Vision à la Pro, en fait. boulangerie avec le monsieur, bonjour et tout. Bah ouais, Non, bien non, là sûr. c'est fini. Tout le monde en C'est parlait dans le quartier, hein. C'est clairement. le fou avec son truc sur la figure. Et le chien. Et donc, non, il y Et avait le chien. vraiment, et Le donc chien avait des c'est lunettes, lui. le chien, non, oui, il a un maquillage. Enfin bon, on va pas parler de mon chien, sinon ça va prendre des heures. Et donc, Ouais. oui, il y a ça reste encore à miniaturiser, je trouve. Et puis, bah, on ne sait toujours pas vraiment à quoi ça sert, à part faire une très belle démonstration technologique, à dire que la réalité augmentée, c'est formidable, alors que, bah, personne n'utilise nulle part. Enfin bon, voilà. Bon, si je peux dire quelque chose, j'entends vos remarques sur, ça a l'air de pas très bien marcher, on peut faire mieux en miniaturisation, sans doute aussi en autonomie, hein, c'est quand même un élément clé. Au-delà de ça, moi, je pense que c'est vraiment un objet qui va compter parce que ça va être utilisé et ce qui est intéressant dans ces lunettes connectées, alors en plus, il faudrait s'entendre parce que connecté, ça peut vouloir dire plein de choses différentes, hein, en réalité. Mais c'est que ça devient un nouvel objet social qui n'a pas du tout encore trouvé sa place et on ne sait pas du tout comment il va le trouver. Je m'explique. Aujourd'hui, tu vas dans le métro, par exemple, tout le monde est sur son téléphone, sans compter les gens qui maintenant passent des conversations avec le haut-parleur. Ça a bousculé ça a bousculé un peu notre vie sociale. Demain, tu auras des tas de gens qui seront comme ça avec un regard en l'air, un œil dans le vide. On verra pas trop ce qu'ils sont en train de faire, contrairement à aujourd'hui au smartphone où tu vois que quelqu'un est en train de scroller bêtement sur TikTok. Mais là, tu le sauras pas puisque de l'extérieur tu vois pas. Donc, à la fois tu verras pas ce qu'il fait et en même temps, il y aura des moments comme ça où tu as l'impression que les gens seront avec toi et en fait ils le seront pas, ils seront ailleurs. Avec tous les effets pervers que je vous laisse imaginer, en voiture, par exemple. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui manipule son téléphone en conduisant, c'est carrément pas prudent, mais on sait que c'est un vrai drame, il y a beaucoup de gens qui le font. Demain, avec les lunettes, ça se verra pas, mais ce sera encore plus facile de le faire, encore plus tentant de le faire. Donc c'est vraiment c'est presque, enfin, moi je vois un véritable problème, hein, de sécurité. Alors vous allez me dire, en même temps, peut-être que la voiture autonome progresse et plus on va vers des trucs qui vont nous occuper les mains et les yeux et le cerveau pendant la conduite et plus on va, espérons-le, pouvoir se décharger de la conduite elle-même au profit de la machine. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant sur ces lunettes, c'est quand même la porte que ça ouvre en termes d'usage, pas forcément en bien, avec sans doute plein d'effets pervers, mais aussi quand même des trucs sympas malgré tout. Bruno, un petit mot là-dessus? Ouais, ben, un petit mot, je vous écoutais tous les 2. Moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'essentiellement, pour le moment, c'est la première version et je pense que les gens qui vont investir là-dedans vont avoir droit à une première version, presque une version bêta et si le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui serait intéressé par la chose, c'est soyez patient, attendez 1 an, puis par la suite, vous aurez quelque chose de plus fini et normalement, quand on le présentera devant nous, ben, quand on va taper, l'appel va passer. On n'essaiera pas 4 fois puis sans compléter la démo, c'est ça le problème. Puis c'est vrai avec la plupart des produits qui nous sont proposés aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un premier modèle qui sort de quelque chose, c'est intéressant, ça peut ouvrir des portes, mais le rendu, la livraison n'est pas là. Alors je pense que si on veut vraiment attendre et avoir vraiment l'expérience qui est promise par ça, il va falloir être patient, attendre 1 an, puis après l'acheter, pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Encore 5 minutes à passer ensemble. Un petit mot d'intelligence artificielle parce qu'elle aura de l'IA, elles ont de l'IA quand même ces lunettes, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est le côté, assistant. Moi personnellement, j'y crois beaucoup quand je vois comment je me sers aujourd'hui de ChatGPT sur mon smartphone, je veux un truc comme ça. Mais à propos d'IA, je voulais que tu nous racontes brièvement, si c'est possible Emmanuel, ce que toi tu as mis en place sur Electron Libre, sur ton site, en matière d'intelligence artificielle. Alors c'est pas dans les lunettes encore, c'est sur le web et en appli, mais respect, chapeau, parce que c'est un outil qui est intéressant et qu'en plus tu as développé tout seul. Tu peux nous résumer le truc?
Oui, et oui. qu'on a pu suivre en plus. Oui, Ah je Il bah vous fais nous envoyait participer. Je vous ai des fait messages Ah de ouais, jour ouais, et ouais. nuit, pour nous dire: «Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce truc-là? C'est génial et tout». Mais j'avoue que l'IA, moi, me fascine complètement à ce niveau-là. Alors, je suis pas un expert, mais dans son utilisation depuis que ChatGPT est arrivé, je suis comme Jérôme, moi, ça a pris, véritablement, ça a envahi mon univers et mon univers de travail notamment. Et donc nous, on est un petit site internet, on fonctionnait sur WordPress. Enfin bon, voilà, on avait un mode de distribution d'informations qui était très, très classique, comme des Mais tas et avec des des tas d'autres millions sites, d'abonnés de mais qualité. avec, voilà, des abonnés très fidèles et on les en remercie. Et quand est arrivée l'IA et la possibilité de coder avec l'IA, moi j'avais d'autres idées en tête. Je voulais faire des applications, ça faisait très longtemps. J'avais programmé quand j'avais 15 ans sur un Atari, pour ceux qui s'en souviennent, sur un 520. Et, et finalement, le retour de l'IA et la capacité que propose l'IA de pouvoir coder naturellement avec un langage, c'est-à-dire on lui dit ce qu'il doit faire et grosso modo, il sort le code, on teste le code, on voit que ça marche pas, on lui dit ce qui marche pas, il corrige et ainsi de suite. Donc cette espèce de processus itératif m'a permis petit à petit de me dire, mais pourquoi est-ce que j'intégrerais pas finalement ce que j'ai toujours rêvé de vouloir faire avec un site d'information comme Electron Libre, c'est de finalement devenir ou d'avoir une sorte de jumeau IA de mon site. C'est-à-dire, on prend toute l'information qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les 15 ans d'articles qui ont été écrits. On les passe à la moulinette de l'IA pour dire les choses sans y aller plus techniquement. Techniquement, c'est pas exactement ça, mais enfin bon, on va dire que c'est ça. Et puis derrière, on obtient finalement une IA qui est capable de répondre en ayant la connaissance de cette bibliothèque, de cette mémoire du journalisme qui est Electron à son petit niveau. Et puis, j'ai fait ça, ça a marché. Ce dont je vous ai largement fait partager, enfin, j'ai partagé avec vous au fur et à mesure de sa conception. Je l'ai mis sur le site, donc aujourd'hui, vous pouvez y aller, vous allez sur Electron Libre, c'est encore ouvert aux non-abonnés, bientôt, ça sera uniquement pour les abonnés. Vous avez un petit bouton, parce qu'il faut styliser l'IA, donc j'ai fait un petit bouton avec des petites étoiles, qui permettent d'interroger littéralement cette espèce de numérique, d'intelligence artificielle d'Electron Libre, que j'ai appelé un compagnon, et qui va être aussi déporté bientôt sur l'application quand je ferai la mise à jour. Et en fait, et alors c'est là où je voulais en arriver, où il y a un côté merveilleux, c'est pour ça que je m'enthousiasmais quand je partageais avec vous. Ce qui est très étonnant, c'est que ça répond comme, et alors, c'est que des articles qu'on a écrits, que je connais par cœur, qui font la mémoire même du site. Et quand l'IA s'en empare et répond, elle répond parfois des choses qui sont très surprenantes, voire étonnantes. Et alors, on pourrait se poser la question, oui, mais alors, elle invente ou elle raconte n'importe quoi et tout ça. Et en fait, pas forcément parce que, enfin, pas forcément, pas, pas forcément pas, parce que la manière dont je l'ai cadré pour pouvoir répondre à tout ça, c'est de lui dire, non, non, tu inventes pas, si tu sais pas, tu dis que tu ne sais pas. C'est ça la trappe dans l'histoire. Ah, et ça marche ça? Et oui, oui, tout à fait. Quand elle n'a pas l'information, elle dit, je suis désolé, j'ai pas les informations pour pouvoir répondre à ça. Elle est relativement docile, on va dire, de ce Docile. côté-là. Mais donc, mais c'est très 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 peu des cas. L'immense majorité des cas, elle répond parce qu'elle a l'information. Et donc, vous avez une IA qui, et je pense très sincèrement, va permettre, si on l'adapte bien au journalisme, alors là, je fais un peu mon prophète, mais c'est la réalité. Je pense que petit à petit, on va pouvoir retrouver, nous les journalistes, un autre canal de distribution de l'information, un canal qui soit concurrentiel des réseaux sociaux. Je m'explique très rapidement, hein, je sais qu'on est pressé par le temps. Aujourd'hui, mon vrai problème, moi, en tant que journaliste, ou journaliste au Monde, ou au Figaro, ou à Libé, ou au Soir de Montréal, ou toutes ces choses-là, c'est toujours le même, c'est que vous avez une concurrence, et une concurrence dans l'agitation, on va dire verbale, c'est celle des réseaux sociaux, où il se passe énormément de choses et où je ne peux pas dire il ne se passe rien ou c'est que des conneries. Ça fonctionne pas, c'est pas vrai. Il se passe énormément de choses et des choses parfois très importantes que je ne peux pas relayer, ou que si je relaye, je suis noyé par cette espèce d'immense marée qu'est le réseau social. Et je pense que l'IA, ça va être le moyen, parce que ça décuple ma puissance de rédaction, ça va être le moyen de, pas concurrencer, mais de participer encore mieux et de reprendre un porte-voix dans justement cet univers verbal qui est en train d'être noyé aujourd'hui uniquement par un seul médium, les réseaux sociaux. Eh bien voilà, la revanche du média classique sur les réseaux sociaux grâce à l'IA. Merci Emmanuel. Et puis bravo parce que, bah, faut rappeler que tu es pas du tout développeur, tu es Pas du juste tout. un journaliste nul comme nous.
Et donc, tu n'y connais rien, a priori. J'ai développé il y a mais 15 comme quoi, ans, c'est j'ai fait des possible. petites applications quand j'avais 15 ans. Ouais. Mais alors, là-dessus, c'est un espoir pour tous. Hein, très franchement, mettez-vous-y. Il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Allez-y. Mettez-vous-y. Oui, OK. Eh ben super. Donc à voir sur electronlibre.info, info. Info, ouais, comme Monde Numérique, Tout à mondenumérique.info. fait. Super. Merci à vous. Merci Emmanuel, merci à tous les trois. Emmanuel Torriano d'Electron Libre, François Sorel de Tech & Co, BFM Business, et Bruno Guglielminetti qui nous a rejoint à la dernière minute de mon carnet, et qu'on retrouvera, j'espère, le mois prochain, bien sûr, dans le grand débrief. Je voulais dire un truc, je sais plus quoi, j'ai complètement oublié. C'est l'émotion. À part merci, hein, bien sûr. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve le mois prochain pour le grand débrief, mais évidemment tous les épisodes de Monde Numérique au quotidien. Retrouvez François sur Tech & Co tous les soirs. Il y va là tout de suite. C'est pour ça que ça me stresse là. Je sais qu'il faut que je le libère parce qu'il doit partir. Il doit rejoindre son studio. Et Bruno, on a des trucs à se dire encore, à enregistrer ensemble. Voilà, allez, salut. Passez un bon mois plein de tech. À bientôt. Salut à tous. Ciao. Au revoir. Ok, c'est bon, on va enregistrer. Waouh, ça a duré combien de temps? 49 minutes? Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises.